Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce 137e briefing. Voilà, alors, configuration déjà habituelle depuis quelques jours, parce que j'ai Pavel qui me tient compagnie à Moscou, mais nos intervenants sont en vadrouille dans le monde et on aura aujourd'hui le privilège d'avoir Arnaud pour l'ensemble de l'intervention, puisque Igor intervient enfin, devant plusieurs assemblées aujourd'hui en France et porte la bonne parole et l'analyse toujours brillante de l'Observatoire un peu partout dans le monde et en France en particulier. Donc Arnaud, on compte sur toi pour être encore plus brillant que d'habitude, pour deux même, on va dire. Donc on t'écoute. Merci beaucoup et bonjour à tous. Une actualité somme toute clairsemée aujourd'hui, avec dans le domaine économique une nouvelle relative à Volkswagen dont j'avais parlé lors d'un précédent briefing. Eh bien, le gouvernement russe a donné son aval à la cession de l'usine du groupe allemand à Kaluga, usine qui fonctionnait depuis 2007. Elle serait vendue pour un montant non spécifié à Avilon, c'est une chaîne de concession automobile. Et par ailleurs, un tribunal a levé la séquestre des avoirs du groupe allemand qui avait été décidé le 17 mars à la suite d'une plainte de son ancien partenaire Gaz d'Oleg Deripaska. Donc un départ qui se précise. Autre nouvelle qui, si elle devait se matérialiser, et à mon avis, ce n'est pas pour le court terme, eh bien, pourrait avoir des conséquences importantes dans le paysage économique russe, c'est Gazprom qui demanderait aux plus hautes autorités de l'État de libéraliser le marché intérieur du gaz. On sait qu'aujourd'hui, les prix sont contingentés, que par ailleurs, Gazprom est soumis à la concurrence dans les régions les plus profitables du pays, notamment concurrence de Rosneft, mais pas seulement. Et on sait surtout que Gazprom a vu ses revenus d'exportation chuter à la suite des sabotages des tubes Nord Stream en Baltique. Donc Gazprom, de façon logique, cherche à rétablir ses finances en investissant le marché intérieur, ou en tout cas en cherchant à faire du marché intérieur quelque chose de rentable, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Enfin, l'inflation qui poursuit son ralentissement. En rythme annuel, elle était la semaine dernière à 2,8, ce qui est finalement très raisonnable et très peu au vu des réalités récentes en Russie. Sur l'ensemble de l'année, l'inflation est attendue à 5,3%. Une nouvelle politique qui peut prêter à sourire, mais qui dit des choses sur la Russie, sur son système politique, c'est la candidature annoncée de Leonid Zyuganov, 34 ans, petit-fils du chef du Parti communiste, à la mairie de Moscou, où il pourrait, en toute logique, obtenir la deuxième place derrière Sergueï Sobyanin, qui, selon toute vraisemblance, sera reconduit en septembre. J'en viens maintenant aux questions de politique étrangère avec une visite symbolique, celle du secrétaire général de l'OTAN à Kiev aujourd'hui. M. Stoltenberg a parlé des perspectives d'intégration de l'Ukraine. Il a dit, je cite, que la place de l'Ukraine était dans l'OTAN, que la question serait abordée lors du sommet de Vilnius qui doit se tenir en juillet. Donc voilà, c'est une parole, un geste fort à la veille d'une hypothétique contre-offensive ukrainienne. Et alors, dit-on, que certains doutes s'installent dans les chancelleries occidentales sur les perspectives de victoire ukrainienne. Toujours en ce qui concerne le soutien occidental à l'Ukraine, un nouveau paquet d'aide militaire américain a été annoncé hier. C'est le 36e. Il est d'un montant de 325 millions de dollars et comporte divers systèmes d'artillerie. Pour revenir à M. Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, il a déclaré que, et le chiffre est colossal, que 150 milliards de dollars d'aide militaire
avait été octroyée à l'Ukraine. J'en viens maintenant à un sujet qui a déjà été abordé, mais qui continue à occuper une part de l'actualité, c'est la controverse autour des exportations ukrainiennes, exportations agricoles vers l'Union européenne. On avait parlé des blocages polonais, hongrois, roumains. On apprend que, d'une part, la Commission européenne, de façon prévisible, allait annoncer des aides financières aux agriculteurs des pays concernés, en échange probablement d'une levée des restrictions, ce qui, de mon point de vue, n'est pas acquis. On a appris également que la Pologne élargissait ses demandes bien au-delà des céréales et souhaitait que tous les produits agricoles en provenance d'Ukraine soient interdits de vente dans l'Union européenne. Donc le dossier, en apparence, se tasse, mais en apparence seulement, puisque la Pologne et d'autres pays souhaitent aller plus loin. Et j'en viens maintenant à un dossier un peu exotique, mais à mon avis assez important, c'est la visite de Sergueï Lavrov en Amérique latine. Nous en étions restés lundi à l'étape brésilienne, une étape importante parce que le Brésil, vous le savez, fait partie des BRICS, qu'il y a eu une alternance politique récemment et que le président Lula a tenu des propos assez durs sur la politique américaine en Ukraine. Eh bien, le président Lula a été officiellement invité par les autorités russes au Forum économique international de Saint-Pétersbourg qui se tiendra à la mi-juin. On ne sait pas s'il acceptera cette invitation, mais elle a été rendue publique, ce qui veut peut-être dire que la partie russe est assez confiante sur la suite qui sera donnée à cette ouverture. Entre-temps, donc, Sergueï Lavrov a visité 3 autres pays, le Venezuela, Nicaragua et Cuba, chacun de ces pays étant des piliers de la politique russe en Amérique latine. Le Venezuela, presque un allié en réalité, au sens premier du terme, depuis les années de Chavez. Le Venezuela a acheté beaucoup d'armes, a signé beaucoup de contrats dans le domaine énergétique avec divers groupes comme Rosneft, mais pas seulement. Certains disent qu'il y a des accords sécuritaires également discrets mais bien réels entre agences de renseignement et on se souvient également que la Russie avait joué un rôle diplomatique et peut-être plus au moment des grandes difficultés du président Maduro lorsque l'opposition vénézuélienne dans la rue était à 2 doigts de renverser le pouvoir vénézuélien. Donc Sergueï Lavrov s'est rendu au Venezuela, en direction duquel les États-Unis ont pu être tentés l'année dernière d'infléchir leur politique et de se montrer plus conciliants. Apparemment, les Russes sont assez sûrs de la fiabilité de leurs amis vénézuéliens dans cette période compliquée. Pour ce qui est de Cuba, il ne faut pas s'attendre à un retour au dispositif de la guerre froide. Il faut rappeler quelques évidences. La Russie n'a plus de présence militaire à Cuba depuis 2002. Je rappelle que c'était l'une des grandes annonces du jeune président Poutine. Dans la foulée des attentats du 11 septembre, il avait annoncé de façon spectaculaire et assez inattendue pour ses militaires qu'il fermait les bases de Cuba et du Vietnam. Il n'est nullement question, bien sûr, de rouvrir des installations militaires. Accessoirement, cette petite excursion historique nous permet de prendre la mesure du chemin parcouru à reculons, en tout cas sur le mode régressif dans les relations russo-américaines depuis 2001-2002. Voilà en quelques mots l'actualité du jour qui, encore une fois, est moins dense que d'habitude, mais peut-être, n'est-ce pas, une si mauvaise nouvelle. Bien, je reprends sur ton tout début d'intervention. Est-ce qu'on a idée de cette société Avalon
Et j'en profite pour saluer la ravissante petite ville d'Avallon en Bourgogne, chère à mon cœur, mais qui n'a probablement aucun rapport avec le nom d'Avallon. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'ils veulent faire dans cette usine de Kaluga? Est-ce que c'est du montage de voitures chinoises comme Mosfet Très honnêtement, aucune information n'a filtré à ce stade sur ce qu'il pourrait se passer sur le site de Kaluga. On sait par ailleurs, on voit ce qui se passe ailleurs, à Saint-Pétersbourg. Effectivement, ce sont des Chinois qui succèdent aux Japonais, par exemple. Et on constate par ailleurs une montée en gamme très rapide des constructeurs chinois. Donc, je pense et même je crains que ce soit un phénomène rapide et irréversible. Alors, une question d'un auditeur qui nous dit les ministres des Affaires étrangères du G7 ont convenu de renforcer aussi les sanctions anti-russes, ainsi que celles contre les contournements. À quoi s'attendre encore? Alors, le sujet des sanctions, qui est un sujet permanent de nos briefings, donne lieu ces dernières heures, ces dernières minutes à des hypothèses, des informations ou des désinformations contradictoires. Le Financial Times, ce matin, a publié un article. Il se réfère à des sources anonymes à Bruxelles qui estiment qu'il n'y aura plus de nouvelles sanctions, que tout a été sanctionné et qu'effectivement, à l'avenir, il faudra se contenter de colmater les brèches. Pourquoi ne pas aller plus loin? Tout simplement parce qu'on passerait, je cite en substance l'article du Financial Times, on passerait plus de temps à se mettre d'accord sur les éventuelles exemptions à l'application de ces sanctions qu'à leur définition elle-même. Et en même temps, le G7 dit vouloir aller plus loin. Il est question du nucléaire civil, hein, et ce n'est pas anodin. J'avais dit il y a 8 jours que j'avais attiré l'attention plus précisément de nos auditeurs sur des sanctions américaines qui frappaient des filiales, certes secondaires de Rosatom, mais bien le G7 parle de sa volonté de réduire le rôle de la Russie dans le cycle nucléaire, en particulier l'enrichissement et le retraitement. Donc on voit qu'il y a un sujet qui approche. Et par ailleurs, une agence anglo-saxonne, aujourd'hui, Bloomberg, à moins que ce ne soit Reuters, dit cet après-midi, toujours en se référant à des sources anonymes, que le G7 envisagerait d'interdire toutes les exportations vers la Russie, vous avez bien entendu, toutes les exportations, sauf exemption, c'est-à-dire que la présomption serait négative, on partirait du principe qu'on ne peut rien exporter vers la Russie. Ça paraît assez extraordinaire, assez vraisemblable. Je doute que ça fasse l'objet d'un consensus, même au sein du G7. Il s'agit peut-être d'un ballon d'essai, peut-être d'une forme de désinformation ou pas, l'avenir nous le dira, mais ça révèle peut-être aussi une forme de rage face à une possible incapacité, impuissance à mettre la Russie à genoux, je ne sais pas. Mais pour revenir à mon propos, voilà, on entend tout et son contraire de sources prétendument sérieuses sur les perspectives de sanctions. C'est un sujet qu'il faut continuer à suivre et on le fait à la Chambre quotidiennement. Ouais, c'est un retour proposé au blocus continental dont on a connu l'efficacité. On sait que Euh, généralement ça ne marche pas, mais oui. Bonjour. Est-ce que l'administration russe a communiqué des estimations concernant les montants nécessaires à la reconstruction des régions annexées? Si oui, en considérant quelles frontières? Merci pour vos briefings. non, à ma connaissance, il n'y a pas de budget. D'ailleurs, je pense que c'est impossible de faire un budget véritable. On sait en revanche que le dossier a été confié à M. Kousnoulin, le vice-premier ministre, qui a accompagné Vladimir Poutine à Mariupol. Donc, c'est quelqu'un qui a la réputation d'être très efficace dans ce qu'il entreprend. Bon, la réponse est quelque part dans la question, hein. Tant que les opérations militaires ne sont pas terminées, il est impossible de chiffrer et de mener à bien une véritable reconstruction, sauf très loin à l'arrière.
Et il y avait eu, il y a quelque temps, des genres de jumelage, je crois, avec des villes où, genre, Saint-Pétersbourg devait participer à la reconstruction de Mariupol ou de quartiers comme ça. C'en est où, ça? Oui, effectivement, ça avait été très médiatisé. Mariupol, Pétersbourg. Sergei Sobyanin avait effectué une visite remarquée, que je crois que c'était en novembre dernier ou en décembre, du côté de Lugansk. Ça suit son cours, mais on en parle moins. Là aussi, ça dépend un petit peu de l'agenda intérieur russe. Et aujourd'hui, il y a d'autres sujets qui occupent l'actualité. Alors, concernant une question intéressante, concernant les députés russes partis au front, par exemple Evgeny Perchichov ou Oleg Kolesnikov, est-ce une façon de s'ouvrir des portes après la fin de l'opération spéciale ou la nécessité de prouver une allégeance mise en doute? Alors, euh, il faudrait voir combien sont allés sur place, se sont montrés et combien sont sous les drapeaux et combattent. C'est très minoritaire en réalité. Il y a en revanche un autre phénomène qui fait couler pas mal d'encre ces derniers jours en Russie. C'est celui non pas des députés de la Douma, ni des gouverneurs, il n'y en a pas à ma connaissance, mais des maires de certaines localités russes qui, Chita par exemple, mais il y en a d'autres, qui ont devancé l'appel, se sont portés volontaires, et certains disent que c'est non pas pour s'ouvrir des portes, mais pour éviter de voir d'autres portes de prison, en l'occurrence, se fermer devant eux. En d'autres termes, une forme de rédemption par les armes. Bon, comme disent les Russes, dans chaque plaisanterie, il y a une part de plaisanterie. Il y a un autre dossier un peu secondaire, mais là aussi qui dit des choses. Euh, les députés, en tout cas, il y a une proposition de loi au terme de laquelle les députés qui auraient combattu ou qui seraient allés, on ne sait pas très bien en fait, le périmètre de ce texte, eh bien, ne seraient plus tenus de déclarer leur revenu. Donc voilà, il y a plusieurs sujets comme ça qui s'interconnectent. Ce qui est sûr, par ailleurs, c'est que l'administration présidentielle cherche à promouvoir les fonctionnaires qui ont passé un peu de temps dans cette zone, et on l'a vu récemment avec la nomination du nouveau gouverneur de la Tchoukotka, qui avait occupé des fonctions dans le gouvernement de Donetsk. Donc voilà, ces promotions ont sans doute vocation comment dire, à susciter des vocations, justement. Alors, nos auditeurs nous précisent que, d'après une de ces sources dont il met un lien, l'usine de Volkswagen de Kaluga sera reprise par Chery. Alors, je suppose qu'elle est reprise en fait par Avalon, qui va monter des voitures Chery, probablement donc chinoises, hein, qui sont très présents en Russie Très d'ailleurs. vraisemblable. On en voit beaucoup en taxi et en car sharing en ce moment un peu partout. Des pronostics pour Ramstein demain? Non, je n'ai pas de pronostic particulier. On verra ce qu'il en ressort. On avait analysé ici la dynamique des livraisons occidentales. Tout le monde attend, à tort ou à raison d'ailleurs, une grande offensive ukrainienne. Est-ce que ce sera pour finaliser l'aide technique ou est-ce que ce sera un échange? Est-ce qu'il y aura de grandes annonces? On sera fixé rapidement. Alors, une question qui m'intrigue, qu'est-ce qui pousse l'Irak à se proposer comme médiateur entre Kiev et Moscou? L'Irak, L'Irak. écoutez, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a ces derniers temps comment dire, de nombreuses candidatures, plus ou moins sérieuses. Alors, il y en a une qui fait son chemin, en tout cas l'idée fait son chemin, notamment dans le sud, c'est la médiation chinoise. Le président brésilien l'a appuyé, même si on a du mal à saisir ses contours. Bon, il se dit quand même, hein, et c'est important, je ne sais plus si Igor en a parlé la dernière fois, je dois l'admettre, mais selon Bloomberg, Emmanuel Macron aurait demandé à son conseiller diplomatique, Monsieur Beaune, de nouer un dialogue avec son homologue chinois en vue d'élaborer des propositions communes, avec pour horizon de cesser le feu l'été. Donc on voit que la voie chinoise
encore une fois, même si elle n'est pas très claire, elle fait son chemin. Pour ce qui est des autres, bon, c'est surtout une liste de pays ayant renoncé, hein, d'Israël à la Turquie. Je crois que plus personne aujourd'hui ne prend ces hypothèses-là au sérieux. Et l'Irak, bon, ça n'a pas, sans vouloir être désobligeant vis-à-vis de nos amis irakiens, je crois que ça n'a pas beaucoup de crédibilité. Et la voie chinoise, pour reprendre ton image concernant l'Amérique latine, est-ce qu'on peut parler également de chemin parcouru à reculons? Ou d'une grande marche peut-être, d'une longue marche. Justement, il y avait une question. A-t-on des détails sur le plan secret de Macron avec la Chine pour remettre Kiev et Moscou autour de la table? Alors, s'il est secret, on ne devrait pas avoir d'informations, mais peut-être que tu es dans le secret des dieux. Peut-être qu'il va utiliser le 49.3 également. Peut-être. Non, je ne suis pas dans le secret des dieux. D'ailleurs, les Chinois n'ont pas confirmé, ce qui n'est pas étonnant s'il y a vraiment quelque chose. Ça, en revanche, donné de nouveaux arguments aux alliés occidentaux pour accuser Macron et la France de faire cavalier seul. C'est un petit peu dans la suite de la visite et des propos du président français à Pékin. Est-il vrai que la Commission européenne va augmenter l'enveloppe destinée aux agriculteurs à condition qu'ils ne refusent pas l'importation de céréales ukrainiennes? J'imagine ce sont les agriculteurs polonais, hongrois et roumains. Oui, comme je le disais, la Commission a annoncé des aides. L'ordre de grandeur, c'est 300 ou 400 millions d'euros, je crois. On n'en connaît pas vraiment les détails, tout simplement parce que ça n'a pas été voté ni adopté. C'est une proposition. L'idée, c'est effectivement de débloquer la situation et de faire en sorte que les céréales et autres produits alimentaires, agroalimentaires ukrainiens arrivent au sein de l'Union européenne sans entrave. Il y a un problème, un double problème, hein, on en avait parlé, il y a un problème juridique, et ce n'est pas rien. C'est-à-dire que des pays ont décrété une forme oui, d'embargo en réalité sur des importations, alors même qu'il s'agit d'une compétence partagée, d'une compétence qui a été transmise à la Commission européenne. Donc, en théorie, les États membres n'ont pas de compétences commerciales en termes de. Et puis, il y a un volet politique, évidemment, et c'est d'autant plus douloureux pour l'Ukraine que les pays qui ont annoncé ces restrictions sont censés être ses alliés les plus proches et les plus fiables. Si le grain ne meurt, comme disait l'autre. Giono. Que devient Kadyrov ces temps-ci? On a l'impression de moins l'entendre. Et c'est vrai qu'également, ses forces, et Kadyrov on les voit qui étaient très, très démonstratifs. Et alors, est-ce qu'ils ont été mis hors de combat ou est-ce que ils ont été intégrés à l'armée? Où sont-ils, tous ces gens-là? Alors, D'autant que je ne sais Prigojine pas. a tourné kazakh ces derniers temps. Je ne pense pas qu'ils aient été retirés. Il y a un article, un excellent article qui a été publié par le correspondant du Figaro à Moscou. Nous saluons Alain. Voilà, qui se reconnaîtra sans doute, qui a eu le privilège d'aller justement sur place en Tchétchénie, qui a écrit un article sur la formation des troupes d'élite tchétchènes. Donc, je pense que c'est là qu'on peut trouver les informations les plus fraîches sur le sujet. Par ailleurs, il est vrai que M. Kadyrov fait moins parler de lui. Il n'y a sans doute pas vraiment de sujet qui le concerne directement ces dernières semaines, mais ça devrait bien revenir. Oui, il a rarement brillé par sa discrétion, on va dire. Alors, le nouveau projet de loi ukrainien visant à interdire toutes les religions, entre guillemets, associées à la Russie, islam, bouddhisme, chamanisme, a-t-il une chance d'aboutir? Alors, très honnêtement, je n'ai pas suivi ce dernier volet. Ce que j'ai suivi, en revanche, comme tout le monde, c'est les péripéties autour de l'Or des Grottes à Kiev, qui pourrait être le point final d'une campagne visant l'Église orthodoxe ukrainienne rattachée au patriarcat de Moscou. Bon, une campagne qui a commencé sous Poroshenko et qui a pris une ampleur nouvelle ces derniers mois. À ma connaissance, l'expulsion des moines n'a pas été réalisée, pas pleinement en tout cas. Certains bâtiments ont été mis sous scellés.
c'est un dossier délicat qui donne lieu à des images pas forcément très positives pour les autorités ukrainiennes, qui pourraient mettre dans l'embarras certaines puissances occidentales qui sont généralement, verbalement en tout cas, attachées aux libertés religieuses dans le monde. Je pense que le pouvoir ukrainien va aller jusqu'au bout, mais peut-être qu'il cherchera à faire ça un petit peu plus discrètement. Et lorsqu'un grand sujet, peut-être l'offensive militaire à venir, créera un bruit suffisant pour occulter tout le reste. Alors, un auditeur, c'est probablement par rapport à bon, au miroir de la question sur Kadyrov, et il nous dit, est-ce une impression ou on entend beaucoup moins Zelensky ces derniers temps? Je pense que c'est une impression. Zelensky est en contact régulier reçoit des délégations à Kiev. Il envisage de renouer avec cette tradition d'adresse vidéo à des institutions étrangères, en l'occurrence le Parlement mexicain, dit-on. Tous les soirs, il prononce une allocution à la nation. Donc, il est allé récemment sur la ligne de front, à Avdiivka. Donc, non, je ne dirais pas que le président Zelensky est discret ces derniers temps. Alors, question dont je ne comprends pas tous les attendus. Monsieur Kadyrov est-il lié aux décisions de l'Arabie Saoudite suffisamment pour poser problème à la Russie? Alors, quelles sont ces décisions? Je ne sais pas. Moi non plus, je ne vois pas. Je ne vois pas. On sait que Kadyrov Euh, a une politique moyen-orientale, alors plus ou moins en accord avec Moscou. Le plus généralement, il s'agit d'une délégation du Kremlin aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite aussi. Mais de là à parler d'une grande politique de Kadyrov dans la région, je ne crois pas. Il s'agit plutôt d'un complément de certains volets très particuliers, une carte musulmane finalement, parfois jouée également par le Tatarstan. Mais c'est tout. Le grand dossier russo-saoudien, ce n'est pas M. Kadyrov qui le détient, c'est M. Novak. Il s'agit des accords entre l'OPEP+, et la Russie. alors, l'auditeur précise les décisions de l'Arabie Saoudite de se rapprocher de la zone yuan. Oui, mais M. Kadyrov n'a aucune compétence dans le domaine monétaire, il faut être très clair. Voilà, je ne sais pas très bien, effectivement. On nous signale également des systèmes patriotes seraient déjà arrivés en Ukraine. Est-ce que ça va poser problème à la Russie? Alors, je peux confirmer le premier point, puisque ça a été publié par toutes les agences de presse. Pour ce qui est du deuxième, je n'ai aucune compétence et de toute façon, on ne répondrait pas puisqu'on s'est interdit de parler de questions militaires stricto sensu lors de nos briefings. La Corée du Sud a annoncé qu'elle enverrait des munitions à Kiev s'il se produisait une attaque massive contre la population civile. Une façon de botter en tout sur la pression occidentale. Alors, effectivement, il me semble que la population civile a déjà un peu dégusté, si je veux dire. Quelle est ils attendent quoi exactement, la Corée du Sud, pour se décider? C'est assez Je crois effectivement intriguant. qu'ils ne souhaitent pas se décider en réalité, que pour plein de raisons, y compris parce que la Russie a fait savoir qu'elle pourrait resserrer sa coopération militaire avec la Corée du Nord, le cas échéant. Et cet après-midi, la Corée du Sud a fait savoir qu'en toute hypothèse, ce ne seraient pas des systèmes létaux. Donc on voit que Séoul, pour faire plaisir encore une fois à Pavel, il va à reculons. D'accord. Eh bien, je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Donc, merci infiniment Arnaud d'avoir creusé tous ces sujets et répondu, y compris aux questions où il n'y avait pas forcément de réponse très facile. Donc, bravo encore une fois. Pavel, quelques mots? Oui, on n'a pas parlé de la voie soudanaise. Est-ce que c'est un reculon, un saute-mouton ou à saute-mine? En tout cas, le monde est bien inquiétant, mes chers amis, en cette fin de semaine. Nous nous retrouvons en début de semaine prochaine à 17h30. Hotline newsletter à votre disposition. Alors, au-delà du festival du film d'Avalon, nous avons également à vous annoncer une session de notre comité industrie et production sur l'agenda ESG en Russie.
dans le contexte du développement de nouveaux partenariats avec les pays de l'Eurasie, des nouveaux horizons pédestres peut-être. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Tenez bon jusque-là. Voilà, et comme toujours, donc la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Bonne soirée, à bientôt.